Le 14 novembre 1985, Franck Fournier, qui est un photographe, reçoit un message sur son répondeur. Il écoute ce message et la personne au bout du fil lui a informé qu'il y a un volcan en Colombie qui est entré en éruption. Et cette personne lui informe également qu'il doit se rendre sur les lieux de l'événement car personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Personne n'est au courant. Ils ont juste l'information qu'il y a ce volcan qui est entré en éruption, mais personne ne sait plus. Donc il est obligé de se rendre sur les lieux de cet événement et quand il s'y rend, il se retrouve avec une situation qui est glaçante et qui est horrible. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la photo mythique de Franck Fournier. Cette photo s'intitule L'agonie d'Omaira Sanchez et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi c'est une des photos les plus mythiques de l'histoire. Franck Fournier est un photographe français. Il est né le 18 octobre 1948 à Saint-Séver en France. Il est fils de chirurgien et il commence sa carrière en 1975 à New York. Ensuite, en 1977, il entre dans une agence de photojournalisme international qui s'appelle Contact Press Image. Il est d'ailleurs membre de cette agence-là depuis 1982. Il a donc fait pendant sa carrière plusieurs grands reportages qui sont très importants. Par exemple, il a été photographié des enfants qui sont victimes du sida et il a également fait plusieurs d'autres grands reportages comme cela. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 1985, il y a le volcan colombien qui s'appelle Nevado del Ruiz qui entre en éruption. Ce volcan est situé à plus de 5300 mètres d'altitude et il était en période de sommeil durant 140 ans. Et 140 ans après, il entre en éruption. La neige et la glace qui se trouvaient sur le sommet de ce volcan fondent très rapidement suite à la chaleur que le volcan dégageait. Des milliers de tonnes de boue et aussi de cendres se forment et il y a des lahares qui commencent à couler le long du volcan. Les lahares, c'est une énorme coulée de boue qui sont formées avec des matériaux solides mais également de l'eau. L'eau qui se trouve dans cette boue peut être due à plusieurs raisons. Par exemple, on a la raison de la pluie, ça peut être de l'eau de la pluie, ça peut être l'eau de cratères qui se trouvent dans le volcan et ça peut être également l'eau de la neige et de la glace qui fondent. Alors là, à ce moment-là, bien évidemment, c'est l'eau de la glace et de la neige qui ont fondu, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont formé l'eau dans les lahares. Les lahares vont former une coulée de boue et en fait cette coulée de boue va envahir tout le village qui se situait en bas de ce volcan. Il y a donc des énormes vagues de 20 mètres, donc c'est des vagues de boue bien évidemment, qui dévalent la pente du volcan à plus de 80 km/h. Et ensuite elles plongent la ville d'Amero Guayabal dans cette boue qui est horrible. La catastrophe fera au total plus de 20 000 morts. Il y a certaines sources dans la presse qui disent que ça a fait plus de 25 000 morts. Donc en fait on est dans ces zones-là, donc entre 20 000 et 25 000. Parmi les victimes, il y a une petite fille âgée de 13 ans qui s'appelle Omaira Sanchez. Elle est prisonnière des débris qu'a fait le volcan. Donc c'est-à-dire que le volcan, quand la boue est venue au village, elle a tout détruit. Elle a détruit les maisons, les façades des maisons, les toits, elle a tout détruit. Donc c'est vraiment horrible. Et les personnes qui sont prisonnières de cette boue sont justement entre tous ces matériaux. Les jambes d'Omaira Sanchez sont coincées sous l'eau par des débris. Elle se trouve d'ailleurs entre le cadavre de sa tante et sa maison qui est détruite. Il faut savoir que sa tante, elle a survécu jusqu'au 14 novembre au matin et ensuite elle est décédée. Donc vous vous imaginez, la petite fille, elle est entre le cadavre de sa tante, entre sa maison qui est détruite et tout autour, bah forcément tout est détruit et elle se retrouve seule parmi toutes les victimes qu'il y a eu. À ce moment-là, elle n'a que son visage, que sa tête qui sort de cette boue. Et d'ailleurs, cette eau boueuse a coûté la vie à son père qui est décédé
et également à sa petite cousine d'1 an qui est aussi décédée dans cette catastrophe. Alors à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a des secours qui sont présents. Mais même les secours n'arrivent pas à dégager la petite fille de cette boue, car en fait, ils sont très mal équipés pour ce genre d'intervention, mais malgré tout, ils essayent. Ils font plusieurs tests, mais vu qu'ils sont très mal équipés, ils n'arrivent pas du tout à la sortir de cette boue. En seulement quelques heures, la petite Omaira Sanchez devient une icône de cet événement. C'est-à-dire que son visage fait le tour du monde, elle devient vraiment une icône mondiale suite à cette éruption volcanique. Tout le monde, tous les journalistes, toute la presse s'empare de son histoire pour raconter l'événement. D'ailleurs, Omaira Sanchez, on va découvrir, parce que forcément quelques journalistes vont poser des questions, et donc le monde va découvrir que c'était une élève brillante, qu'elle adorait l'école et que d'ailleurs elle a dit à un secouriste, Jairo, donc ce secouriste c'est vraiment le premier qui l'a découverte, et elle va lui dire qu'elle aimerait vraiment pouvoir sortir pour pouvoir retourner à l'école, qu'elle avait déjà trop manqué l'école et qu'elle ne va pas avoir son année. Le calvaire d'Omaira Sanchez sera filmé à partir du 15 novembre 1985 par justement un journaliste de la chaîne TVE, donc c'est une chaîne espagnole, par le journaliste Evaristo Canete. Donc sur la photo, on peut très bien voir que les mains d'Omaira Sanchez sont très abîmées. Elles sont très abîmées par l'eau et on peut également, bien évidemment c'est une des premières choses que l'on voit, on peut remarquer que ses yeux sont totalement devenus noirs. Ils sont devenus totalement noirs et ovales. Il y a quelqu'un qui avait même dit que limite elle n'était presque plus humaine tellement que ses mains ressemblaient à du cuir et que ses yeux étaient devenus ovales et surtout d'un noir profond. Bien évidemment, on s'en doute, les images font le tour du monde en très peu de temps. Chacun en fait assiste à l'agonie de la petite fille, au calvaire de la petite fille. Chacun de son côté assiste à ça. Donc c'est-à-dire que même les spectateurs, bien évidemment, ils assistent à ce calvaire. Tout le monde assiste, on va dire, à sa mort lente. Et tout le monde assiste à ça, mais personne ne peut rien faire. Car comme je vous ai dit, forcément les spectateurs, eux, ne peuvent pas l'aider. Et les gens qui sont sur les lieux, c'est-à-dire les journalistes, les photographes, les secours ne peuvent pas l'aider puisqu'elle est bloquée. Ils n'arrivent pas, par n'importe quel moyen, ils n'arrivent pas à la sortir de l'eau. Et face caméra, la petite Omaira Sanchez a murmuré même ses adieux à sa mère. Je veux dire quelque chose. Je peux ? Maman, si tu m'écoutes, et je pense que tu le fais, prie pour que je puisse marcher et que ces gens m'aident. Maman, je t'aime, mon papa, mon frère et moi. Adieu, maman. Il faut savoir que les agences de presse envoient plusieurs de leurs journalistes sur les lieux. Donc ils envoient leurs propres journalistes à témoigner, à prendre des photos, à faire du reportage. Donc ils se rendent obligatoirement sur les lieux. Parmi ces photojournalistes, il y a le photographe Franck Fournier qui, comme je vous ai dit au début de la vidéo, a reçu un appel. Il a directement pris un avion pour partir en Colombie. Et c'est d'ailleurs lui qui va prendre la plus célèbre photo de cet événement, de cette petite fille. 30 ans plus tard, Franck Fournier témoignera pendant une interview de France Inter. Donc je vais vous lire ce qu'il a dit. Le 14 novembre, je reçois un message sur mon répondeur. On m'annonce qu'un volcan a explosé en Colombie. Je prends un avion à midi, je passe quelques coups de fil pour avoir plus de détails, mais on ne sait presque rien. J'arrive à Bogota à minuit et je prends un taxi pour aller sur la zone sinistrée d'Armero. Ensuite, pour la même interview de France Inter, il témoigne que le 15 novembre, pendant qu'il marchait sur pour rejoindre cette zone, il a recroisé plusieurs survivants de cet événement et du coup il va témoigner sur France Inter encore une fois de ce qu'il a vécu. Du coup je vais encore vous lire ce qu'il a dit. Ils étaient en lambeaux, complètement traumatisés, cherchant leurs paroles. Il y avait très peu de secours. Donc le lendemain, le 16 novembre,
Franck Fournier décide de partir rejoindre les lieux. Il rejoint donc ces lieux et sur son chemin, il recroise plusieurs personnes, plusieurs paysans. Et parmi ces paysans-là, il y en a un qui lui parle d'une petite fille. Mais sauf que Franck Fournier, il comprend pas trop l'espagnol. Enfin, il n'a pas un espagnol très parfait, quoi. Il a seulement les bases, donc il a un peu du mal à comprendre s'il faut aider cette petite fille ou non. Ça, il témoignera aussi dans la même interview. Mon espagnol n'étant pas parfait, je ne comprenais pas tout. Je ne savais pas si la petite fille avait besoin d'aide ou non. Il m'a guidée vers elle. Il arrive donc aux côtés d'Omaya. Il arrive donc proche d'elle. Il remarque directement qu'elle est entourée de 4 ou 5 secours. Et il restera près d'elle, il restera près de la petite fille pendant 3 heures. Et en fait, après ces 3 heures-là, le cœur d'Omaira a décidé de s'arrêter. L'agonie de la petite Omaira Sanchez a duré 60 heures. Il a également dit pendant l'interview de France Inter « Je ne voulais pas quitter cette petite fille. Je suis restée jusqu'à sa mort à 9h16. Je suis restée 3 heures avec elle. » La photo de Franck Fournier est donc publiée le 29 novembre 1985. Elle est d'ailleurs à la une de Paris Match qui ont d'ailleurs titré cette photo « Adieu Omaira Sanchez, celle qu'on n'oubliera jamais ». Dans les pages intérieures de ce magazine, il y a le reporter Michel Peyrard qui va expliquer, parce qu'il a rencontré des victimes de cet événement, il va raconter le calvaire de ces personnes-là. Il va surtout raconter l'histoire d'Omaira Sanchez également. Le cliché va révolter presque une partie du public, comme l'a fait la photo de Nicut, d'ailleurs qui est ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue, la photo de Nicut, donc Napalm Girl, ou alors le titre français, La fille brûlée au napalm. Cette photo avait également fait réagir plusieurs personnes. Là en effet, on va en fait retrouver l'histoire un peu de Kevin Carter, qui est ma toute première vidéo que je vous avais fait. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en i à quelque part. En fait, Franck Fournier va s'en prendre plein la gueule, clairement, comme a eu Kevin Carter pour sa photo La fillette et le vautour. Si vous avez vu cette vidéo, je vous racontais en gros que Kevin Carter avait pris une photo pendant qu'il se rendait au Soudan pour un reportage. Il avait pris une petite fille affamée qui était très squelettique et il y avait un vautour derrière elle. Donc c'était un message très poignant. Et d'ailleurs Kevin Carter ensuite, il s'en est pris plein la gueule car tout le monde disait que c'était dégueulasse d'avoir pris cette photo et qu'il n'avait pas du tout aidé cette petite fille à rejoindre un centre de nutrition ou alors ne l'avait pas aidé voilà, pour se nourrir, etc. Sauf que les gens ne savaient pas que Kevin Carter s'en était voulu de prendre cette photo là et que malheureusement il ne pouvait rien faire car dans son métier il était interdit de toucher les personnes qui étaient peut-être porteuses de maladies, etc. On ne savait jamais, donc il fallait mieux toucher personne. Et d'ailleurs Kevin Carter, à la fin de son histoire, il s'est suicidé car il n'en pouvait plus de toutes ces critiques, mais également il avait également plein de problèmes personnels, des problèmes d'addiction, de drogue, des problèmes de dette, il n'avait pas assez d'argent pour payer son loyer, sa pension alimentaire, tout ça. Donc du coup il s'était suicidé à la fin. Et ben là ça va être un remake de cette histoire, sauf que Franck Fournier ne va pas se suicider à la fin. En fait, Franck Fournier, quand sa photo fait le tour du monde, sort sur la presse, tout le monde se dit c'est dégueulasse d'avoir pris cette petite fille en photo alors qu'on voit très bien qu'elle souffre sur la photo, qu'elle n'est pas normale et tout le monde ne va pas comprendre, ne va pas chercher plus loin, ne va pas chercher derrière la photo car tout le monde va s'arrêter à ses remarques. Il retrouve à peu près les mêmes critiques que Kevin Carter a eues. Et d'ailleurs, le public, donc les gens qui voient cette photo, va comparer Franck Fournier à un charognard, donc c'est-à-dire à une bête de la mort, donc c'est-à-dire comme l'aigle, comme le vautour, etc. Et c'est exactement comme Kevin Carter. Les gens l'avaient comparé au vautour de la Seine, comme quoi il n'y avait pas qu'un vautour sur la photo, mais bien deux, le photographe et l'animal. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite précision, comme quoi elle ressemblait beaucoup, cette histoire, à
à celle de Kevin Carter parce que lui aussi il a eu des critiques sur le fait qu'il n'a rien fait et ça il va se justifier plus tard. Ensuite, Franck Fournier va être accusé de sensationnalisme, c'est-à-dire que les gens vont faire comprendre qu'il a pris du plaisir à prendre cette photo, qu'il a pris plaisir à voir la petite fille en train de souffrir et qu'en gros il pensait qu'à l'argent et qu'il pensait qu'à la presse, il pensait qu'à la fame, quoi, voilà. Et donc les gens vont clairement lancer des stéréotypes, si on peut appeler ça comme ça, sur lui alors qu'ils ne savent pas du tout qui de toute façon il n'aurait pu rien faire. Mais ça, comme je vous ai dit, il va se justifier plus tard. Donc on reviendra sur ses justifications un petit peu plus tard dans la vidéo. Malgré cette pluie de critiques, il gagnera tout de même le prix World Press Photo que je vous parle également dans mes autres vidéos. Donc c'est un prix réservé au photojournalisme, etc. Et donc il gagne ce prix qui est quand même un prix très prestigieux. Il le gagnera l'année suivant le drame. C'est à partir de ce moment-là que Franck Fournier va commencer à se justifier. Il va dire que de toute façon, il n'aurait pu rien faire. En fait, le public à ce moment-là va comprendre l'arrière de la photo. Omaira Sanchez n'a pas été abandonnée à son sort, bien au contraire. Pendant les 60 heures de son calvaire, les secours ont tout fait pour l'aider. Ils ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient pour pouvoir la sortir de l'eau. Ils ont essayé de l'aider avec plusieurs moyens dérisoires. Ils ont essayé de la tirer avec des cordes, avec des leviers. Ils ont mis une bouée autour d'elle pour éviter tous les efforts qu'elle pourrait faire pour rester en dehors de l'eau. Mais en fait, tous ces moyens n'ont pas marché, ils n'ont pas fonctionné. Et Jairo, le jeune secouriste que je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo qu'il a découverte en premier, va rester avec elle durant la nuit du 14 au 15 novembre. Il va rester avec elle à ses côtés, il va même aller dans l'eau avec elle et il va se coller à elle afin de la réchauffer pour qu'elle n'ait plus froid. Et c'est à ce moment-là que Franck Fournier s'explique. Il est fils de chirurgien, donc il s'y connaît un minimum par rapport à ces événements-là, enfin en tout cas à ce genre de problème, et il va expliquer que de toute façon il n'aurait pu rien faire et que même si cette petite fille serait sortie, ils auraient pu rien faire. Pendant une interview de France Inter, il va expliquer justement tout ça, donc c'est mieux que je vous lise que plutôt que je vous le dise. Donc je vais vous lire ce qu'il a expliqué. Quand il y a ce genre d'accident, sortir quelqu'un qui est coincé est pratiquement impossible. Non seulement il faut des grues ou des bulldozers pour soulever les murs, mais il faut surtout des équipes médicales et de sauvetage très compétentes. Pour Omaira, le pan du mur qui l'a coincé était comme un garrot et lui bloquait le sang. Quand vous le soulevez, le sang n'est pas réoxygéné et devient toxique. Beaucoup de gens sortis trop rapidement des décombres y restent. En plus d'être coincé au niveau des jambes, donc par un pan de mur, Omaira était également blessée au niveau de sa taille. Il y avait une barre de fer en fait qui l'a blessée au niveau de sa taille et donc elle n'arrivait encore moins à bouger. Les secours avaient d'ailleurs demandé une motopompe, donc c'est ce qui va faire enlever l'eau, ce qui va faire réduire l'eau. Et malheureusement, cette motopompe arrivera que le 16 novembre au matin, donc à l'aube du 16 novembre. Et donc ils ont quand même attendu toute la journée sans savoir qu'il arrivera le lendemain. Mais quand les secours ont réussi à avoir cette motopompe qui a été d'ailleurs livrée en hélicoptère, et ben en fait ils l'ont mis directement en fonction. Donc ça a aspiré l'eau qu'il y avait et les secours à ce moment-là ils ont vraiment vu que l'enjeu était très compliqué en fait. C'était super compliqué parce qu'ils ont vu tous ces débris, ils ont vu également ce qui blessait Omaira et en fait ils se sont dit mais si on la sort de l'eau ça sera presque impossible qu'elle ait encore ses jambes. C'est-à-dire qu'en fait vu que ses jambes ont été trop longtemps coincées avec le pan du mur, il aurait fallu couper les jambes de la petite fille vu que son sang ne serait plus réoxygéné et donc serait toxique comme l'a dit Franck Fournier. Vu que la petite fille était beaucoup trop faible pour pouvoir justement se débattre etc, ça aurait été presque impossible pour elle de survivre. Et surtout qu'il n'était pas équipé d'une équipe médicale, il n'y avait personne à part que des secours et du coup il n'y avait pas une équipe médicale vraiment compétente
pour l'aider à survivre. D'ailleurs, après avoir presque vidé toute l'eau, le cœur d'Omaira a décidé de s'arrêter. Il va s'arrêter quelques minutes plus tard. Il faut savoir qu'il y avait un contexte politique autour de cet événement. C'est-à-dire que le contexte politique de novembre 1985 n'était pas très glorieux, n'était pas très chouette. Parce qu'en fait, 10 jours avant l'événement, le palais de justice de Bogota a été pris en otage. Donc il avait été pris d'assaut et il a fait d'ailleurs plusieurs morts. Et en fait, plus de 300 personnes sont mortes. Et en fait, le combat de l'armée, donc l'armée a décidé de riposter en fait à cette attaque. Et ça a été encore plus sanglant, ça a été encore plus terrifiant puisque ça a fini par faire 100 morts de plus. Parmi ces 100 morts, il y avait des juges, donc 11 juges de la Cour suprême, et il y avait également des avocats qui étaient présents sur les lieux. Donc à ce moment-là, le gouvernement n'est pas prêt à gérer une crise majeure comme celle d'Armero. En tout cas, ils n'ont pas la force de gérer efficacement cette crise. Franck Fournier, lui, il se dit très touché suite à sa photo. Franck Fournier, à travers sa photo, il voulait dénoncer le manque de réactivité de l'État colombien à ce moment-là, et il voulait également dénoncer l'impuissance de la communauté internationale. Et du coup, à une interview de France Inter, il va dire « C'est très important que cette image et d'autres aient été faites. Grâce à elle, le gouvernement colombien a réalisé sa responsabilité et son devoir. Nous voulions montrer les responsabilités des élus, des militaires et des religions qui ont tous fui devant leurs responsabilités. » Quelques rescapés ont exprimé leur rage durant une cérémonie qui était faite exprès pour les milliers de victimes de cet événement. Ils ont dit « Le volcan n'a pas tué 22 000 personnes, le gouvernement les a tués. » Il faut savoir qu'avant l'événement, il y avait plusieurs habitants, il y avait également des élus locaux, mais également des volcanologues qui se sont inquiétés du volcan quelques jours avant. En fait, il y avait eu déjà quelques signes précurseurs du volcan et du coup, quelques personnes se sont inquiétées, mais ça n'a pas été plus loin. Franck Fournier, qui est le photographe de la photo, a donc été sur les lieux. Il était présent durant cet événement, durant en tout cas le après de l'événement. Il était présent sur les lieux et il n'était pas seul. Il y avait également plusieurs autres photographes avec lui et il a témoigné que effectivement du coup il n'était pas seul, il y avait plusieurs personnes, plusieurs photographes et qu'il n'y avait aucune concurrence entre eux. On pourrait peut-être croire que entre photographes de plusieurs agences de presse différentes, il y aurait pu y avoir de la concurrence, ce qui est je trouve très malsain si ça serait passé comme ça. Mais heureusement, il n'y avait exactement aucune concurrence. Franck Fournier a également dit qu'ils étaient très soudés entre eux pour pouvoir aider la jeune fille à s'en sortir. Donc, il a dit pendant une interview « Le photographe Éric Bouvet était à mes côtés. Non seulement il m'a donné des films vierges, mais en plus il m'a ramené les films dans l'avion jusqu'à Paris à mon agence. On voulait tous que la catastrophe soit rapportée au mieux. Plus il y avait de documents à montrer, mieux c'était pour tout le monde. » Alors Éric Bouvet, c'est un photographe qui travaille pour l'agence Gamma. Et lui, il va raconter de son côté à France Inter « Nous n'étions pas nombreux. Je suis partie 2 jours après l'éruption. Plus 36 heures pour arriver. Ça faisait donc 3 jours qu'elle était là. Et elle est morte 2 heures après que je sois partie. Moi, j'ai juste fait quelques photos. Je suis allée vomir dans mon coin et je suis partie. J'ai pas pu rester. » Le photographe Éric Bouvet a également témoigné à l'OBS, donc qui est un site où d'ailleurs c'est mon site source, c'est là où je trouve d'ailleurs toutes ces sources-là. Il a témoigné que lui aussi a fait part de critiques. Il a reçu énormément de critiques comme Franck Fournier, du même genre, pourquoi photographier cette petite fille, tout ça. Pourtant il avait précisé que lui, il avait seulement pris des photos de plans larges. Donc en gros les plans larges c'est quand on voit tout ce qui se passe, donc l'environnement. On se concentre pas que sur une seule personne, on se concentre sur plusieurs détails. Et du coup lui il avait vraiment pris que des photos de plans larges. Il voulait aussi montrer que la petite fille n'était pas seule et que les photographes ne l'avaient pas laissée mourir. J'ai fait 5-10 minutes de photos et ça me semblait une évidence
de montrer toute la scène, pour montrer qu'on n'était pas tout seul et qu'on ne l'avait pas laissé mourir. C'est des photos d'information, je n'ai pas cherché à jouer sur la corde sensible. Franck Fournier, le photographe de la photo, lui il va encore une fois témoigner de son côté durant une interview que maintenant il ressentait comme un tremblement de terre mental. Donc c'est-à-dire qu'il se sentait chamboulé dans sa tête, il ne se sentait plus bien. Mais il a également dit « Je voulais que les gens sachent qui elle était. Je voulais qu'ils puissent rencontrer Omaira, qu'ils voient sa dignité face à la mort. Elle avait une personnalité extraordinaire. Il fallait le rapporter. » Et pendant une interview pour France Inter, il s'est adressé à toutes les personnes qui l'ont critiqué, qui l'ont jugé sans savoir l'arrière de la photo. Il s'est adressé à eux en leur disant « Cette photo, ce n'est pas moi qui l'ai prise. C'est elle qui me l'a donnée. C'était son regard. Je ne faisais que tenir l'appareil photo. Je pense à elle et à d'autres gens qui étaient là. Dans ce genre de situation, il y a un silence énorme. Vous n'entendez pas un bruit d'animal. Vous entendez des cris de gens qui veulent être sauvés et que vous ne pouvez pas atteindre. » Après avoir insisté longuement au fait qu'il voulait montrer de par sa photo l'irresponsabilité des politiques, il conclura ses justifications en disant « Si c'était à refaire, je referais la photo. » Aujourd'hui, Omaira Sanchez fait l'objet d'un culte. Dans le quartier où elle est décédée, il y a des pèlerins, donc des personnes qui sont croyantes, qui ont des religions, qui viennent se recueillir auprès d'elle, donc auprès de sa tombe. Ils viennent se recueillir au pied de la croix géante qui a été créée pour la venue du pape Jean-Paul II. Et lui, il est venu sur les lieux l'année suivante après le drame. Ils viennent se recueillir au pied de la tombe d'Omaira, et sur la tombe d'Omaira, il y a des ex-voto, donc moi je ne connais pas trop dans ces choses-là, mais d'après ce que j'ai vu sur Google, les ex-voto c'est comme des sortes de petits cœurs, peut-être religieux, je ne sais pas. Et du coup, ces ex-voto remercient Omaira des faveurs extraordinaires qu'elle dispense pour les gens qui pensent à elle, qui l'évoquent. Et également, elle est appelée là-bas la petite sainte d'Aimero. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi c'est une histoire qui m'a énormément touchée, je connaissais la photo mais je ne connaissais pas l'arrière. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram que je vous affiche à l'écran. Je compte être de nouveau actif sur Instagram mais bon il me faut un petit peu de temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire, une nouvelle vidéo où je vous raconte l'histoire mythique de quelqu'un. Moi je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!